Cette conférence parce que je pense que je suis assez inquiet de ce qui se passe sur la planète, dans la nature et tout ça, et donc je vais en parler à plein de gens, essayer de sensibiliser les gens. Alors je vais vous raconter un peu ma vie dans la nature, après je vais vous parler un peu d'écologie, de ce que je sais, pas tout parce que sinon ça va être trop long. Après je vais essayer de vous raconter un peu des choses qui me semblent sociales, parler un peu de l'approche du spirituel, et finir par la sémantique générale, je pense. Voilà. Donc du coup, moi je suis né en 1969, hop, handicapé des pieds, c'était assez bizarre cette histoire. Et j'ai subi plein d'opérations, c'était assez dur. Et je vivais souvent dans la nature, dans la campagne avec mes parents. Et vers l'âge de 5-6 ans, je voyais souvent mes parents se prendre la tête pour l'argent. J'étais là, waouh, quelle est cette situation d'être sur une planète sur laquelle on va me demander d'acheter mon droit d'y vivre, en fait, en permanence. C'était, waouh, c'est bizarre cette chose. Voilà, ça c'était une étape qui m'a fait vraiment réfléchir sur notre situation humaine, sociale et tout ça, quoi. Puis voilà, alors après, après la troisième, je voulais être menuisier ébéniste, et puis face à mon handicap, on m'a dit, ah non, tu peux pas faire ce métier-là, tu vas faire comptable. Donc j'ai appris la comptabilité, j'ai exercé ce métier-là pendant 6 ans, et après ça m'a dit, waouh, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, et j'ai arrêté tout. Mon entreprise touchait une pension pour mon handicap, et j'ai dit, ben je vais essayer de la toucher directement, comme ça me permettra de voir les choses autrement. J'ai mis longtemps à la toucher, mais j'y suis arrivé, et depuis 1996, j'ai commencé, février 1996, j'ai commencé à vivre vraiment autrement. Une première période de 2 ans dans un bâtiment en bois que mon père avait, qui a cramé. J'ai tout perdu, plus rien. Je suis sorti tout nu du bâtiment et je me suis retrouvé à la rue. J'étais là, c'était dans l'Aube, donc région agricole, toutes les forêts avaient été coupées pour faire des champs, pour nourrir des animaux, super intéressant, avec plein de pollution, de traitements chimiques pour ces champs et tout ça, quoi. Et après, je me suis retrouvé dans les Alpes de Haute-Provence. En 99, je suis arrivé à Mézières. Là, c'était vraiment le décrochage vers la nature, vraiment l'approche totale. Je suis arrivé, j'avais une tente 4 places, qui est en plein hiver. Frédéric se rappelle parce qu'elle était là. Et grâce à eux, parce qu'ils avaient un tipi, et donc du coup, le soir, je mangeais avec eux dans le tipi, puis après, j'allais me réfugier dans ma tente. J'avais fait un coffre en bois, et avec des couvertures autour, ça je n'avais pas dedans, je n'avais pas de chauffage dans ma tente et tout, c'était super intéressant. C'était la première approche avec la nature, vraiment directe et tout. Ouais, super. Et puis après, une année et demie après, je me suis construit un tipi et je suis allé me réfugier un peu plus loin sur un terrain et vivre dans la forêt. Alors là, c'était assez bizarre parce que on n'est pas habitué à ça en fait. Et puis mon père m'avait mis plein de peur par rapport aux animaux et tout ça, donc apprendre à connaître les bruits de la nature, tout ça, c'était super surprenant et tout. Et au début, j'étais là un peu surpris, quoi. Et puis petit à petit, on commence à connaître la forêt, les bruits que les animaux font, savoir les limites de ces animaux et tout ça. Et là, c'est commencé à devenir cool. Après, j'ai pris... je voulais pas trop posséder de matériaux, d'outils mécanique avec des moteurs et tout ça. Donc les 5 premières années, enfin les 5 années où j'ai vécu dans mon tipi, on va dire, j'allais couper des branches dans les arbres pour me chauffer et tout ça, c'était super délirant. Je redevenais un enfant, je montais dans les arbres, hop, je coupais des branches, c'était un sacré travail pour se chauffer et tout ça. Après le problème c'est l'endroit où j'étais, j'avais pas trop d'eau, donc du coup c'était un peu difficile à gérer, aussi bien pour les vaisselles, laver mes habits et prendre mes douches, c'était le premier délire. Et au bout de 5 ans, je me suis fabriqué un dôme. Et là, ça commençait à être mieux pour l'eau parce que j'ai fait un système de gouttières autour et j'ai pu récolter l'eau de pluie et j'avais un peu plus d'eau. Comment ? Un peu plus fort. Et donc du coup, voilà, alors j'ai commencé à récolter l'eau de pluie, à me dire je vais pouvoir faire un jardin, mais ce n'était pas suffisant et tout ça. Donc après, voilà, je me suis dit au bout de 5 ans, je me suis dit, ça y est, j'ai compris la nature, enfin, j'ai accepté la nature en tant que telle, en vivant dedans, et je me suis dit aussi, la nature m'a accepté, donc du coup, ça y est, c'est parti, là, j'ai pu décrocher du truc.
Et voilà, après mon dôme, je suis encore resté une dizaine d'années sur ce terrain où j'avais pas d'eau et c'était vraiment compliqué et tout, plus plusieurs problèmes de propriétaires et tout ça, j'ai dû déménager. Maintenant, je suis enfin au bord d'une rivière, ce qui change vraiment tout dans la démarche, et j'ai commencé à faire mon jardin parce que mon objectif le plus profond, c'est d'être au maximum autonome, de ne pas dépendre de cette société-là, de vraiment avoir mon alimentation que je crée par moi-même et d'avoir... je sais fabriquer l'essentiel des choses dont j'ai besoin, quoi. Bon, j'achète des matières premières quand même, et après je les fabrique moi-même, mais avec très peu de moyens électriques. J'ai quand même 3 panneaux solaires qui me donnent de l'électricité pour ma musique, l'autoradio. J'ai un ordinateur quand même, une machine à coudre et une visseuse. C'est les seuls trucs électriques que j'ai. Voilà. Après, j'en veux pas plus. Et après, c'est tellement agréable de prendre ces outils à main, de travailler le bois, la matière, sans le bruit, parce que si j'avais besoin d'outils électriques, j'aurais un groupe électrogène, donc du coup du bruit avec le groupe électrogène. J'ai fait l'expérience, ça ne m'a pas convenu. Plus ramener de l'essence, encore plus je suis autostoppeur et tout, donc du coup ramener l'essence en plus et tout, ça me paraissait pas du tout agréable. Et puis vraiment faire les choses à la main, doucement, ça amène une autre énergie dans la création de ce qu'on fait et tout ça. Bon aussi, la démarche dans la nature, ça m'a vraiment demandé, je sais pas comment dire, des efforts, parce que en fait, déjà je suis handicapé, donc du coup, ça m'a appris à bien connaître mes capacités physiques, parce qu'en fait, au début, quand je suis arrivé dans la nature, je suis handicapé. Maintenant, j'arrive à dire quand j'étais handicapé, parce que ça m'a vraiment montré mes capacités, mes possibilités de ce que je suis, de ce que je peux faire, et tout ça, ça m'a demandé beaucoup plus que ce que je croyais pouvoir faire, quoi. Et c'est vraiment très intéressant, quoi. Après, le truc que je voulais dire par rapport à ça, c'est aussi d'être seul dans la forêt et tout ça. Ça apprend à vraiment se connaître, que s'observer, d'être obligé de s'observer parce qu'il n'y a personne qui... on n'a personne sur qui gueuler, sur qui dire quoi que ce soit et tout ça. Et donc c'est vachement... On est confronté à soi-même. Donc on est obligé de s'observer et de se remettre en cause tout seul. On ne peut pas dire « Ah, mais c'est l'autre ». Non, c'est moi, je suis face à moi-même. Donc du coup, ça m'a appris à connaître, à rentrer bien en relation avec mes souffrances, parce que je ne vous raconte pas tout ce que j'ai eu, mais j'en ai eu plein. Et vraiment apprendre à vivre avec elles et à les observer aussi et à les comprendre vraiment, quoi. Et ça m'a vraiment libéré de plein de soucis que je croyais insurmontables à une époque, quoi. Bon, maintenant, d'être seul dans la nature, c'est un peu plus dur parce que j'aimerais bien voir un peu les humains de temps en temps, plus souvent, et tout ça. Mais c'est pas grave. Cette démarche-là, je sais que depuis que j'y vis, maintenant, je sais que je pourrais plus vivre dans une maison avec des murs fermés et tout ça, puis être en relation, parce que quand on vit comme moi, eh ben, quand il pleut, on sait la quantité d'eau qui tombe, parce que notre maison, elle est vraiment sensible à ça. Quand il y a du vent, on sait vraiment la quantité de vent qui souffle dehors. Et tout ça, quand je suis enfermé dans une maison, que je vois pleuvoir, il pleut beaucoup, il pleut pas beaucoup, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et ça amène vraiment plein de choses comme ça. Et le bonheur, le matin, à se réveiller dans la forêt, en entendant le chant des oiseaux, tous les animaux qui se lèvent, la nature qui se lève. Je vis plus à un rythme solaire, quoi, en fait. Le matin, plus l'été arrive, plus je me lève de bonne heure. Et l'hiver, plus je me couche tôt. Encore plus, j'adore manger quand il fait jour. Alors l'hiver, des fois, je mange à 4h30 du soir. Et puis voilà, quoi. Après, hop, des fois, je me mate un film. Et puis après, je vais me coucher. Voilà, tant pis, c'est comme ça. C'est bouquine un peu. Puis c'est vraiment très, très intéressant. Ça recentre vraiment sur ce qui me semble essentiel de la vie, quoi, en fait. Parce que après, avec les lumières et tout, on est complètement déstabilisé, on ne voit plus ces choses-là de cette manière-là, quoi. Et c'est super important. Voilà, quoi. Ça, c'est un peu ma vie dans la nature, quoi. Après, je vais vous passer aux choses un peu plus chiantes, quoi, qui me semblent l'écologie et la pollution, quoi, en fait. Le truc qui me semble très important pour que l'humanité puisse continuer à vivre. Parce que là, dans tous les reportages, parce que j'ai osé faire ça, des fois... Du coup, il y a des amis qui m'ont dit, je sais pas comment tu fais en sachant ce que tu sais sur une écologie, comment tu tiens à ne pas péter les plombs, quoi. Et c'est vrai que des fois, c'est assez aberrant, quoi. Ce qui m'a décidé, c'est que oui, j'ai une super vie dans la nature, mais ça ne va pas changer les choses.
Et là, depuis que j'y vis, ça fait 20 ans, eh bien, les choses sont de plus en plus impressionnantes et de plus en plus graves. Et oui, j'ai mon petit confort, mon petit ego est très satisfait par rapport à ce que je vis. Mais après, est-ce que ça fait changer les autres? Les choses, il y a des millions de gens sur cette planète, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce que ça leur apporte à eux, quoi. Ça fait vraiment super peur, quoi, parce que là, je vais vous raconter certains trucs. Déjà, bon, tout le monde, enfin, trop de scientifiques disent qu'il y a le changement climatique, voilà, lié à la pollution qu'on émet. En fait, cette pollution a débuté au début de l'industrialisation, sûrement en gros, quoi, dès qu'on a commencé à extraire le charbon et faire les moteurs avec, quoi. Et après, on a trouvé le pétrole très rapidement et c'était la chose la plus grave, quoi. Et le gaz. Ils disent que c'est les trois substances qui font qu'on en arrive à l'endroit où on en est à l'heure actuelle, quoi. Si on ne les arrête pas, dans 100 lendemain, un vaisseau spatial et la Terre, et la dernière chose que j'ai regardée, c'était demain, ils disent, si on n'arrête pas ça d'ici 20 ans, nous-mêmes, nous allons voir la fin de notre propre espèce, quoi. Et je pense que c'est super impressionnant. Il y a plein de gens aussi qui ont des enfants, des petits-enfants. Pour eux, l'avenir, pour eux, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on leur propose? Et voilà, donc du coup, alors, le pétrole, cette substance qu'on utilise, ils disent 13 km3 par an qu'on utilise le pétrole, en gros. Bon, les ressources commencent à diminuer. C'est ce qui a permis à l'humanité de se développer, de se reproduire au stade où on en est, où il y a de plus en plus d'habitants, de gens, de biens de consommation. Mais apparemment, maintenant, on est en train de découvrir que tous ces biens de consommation qu'ils ont créés par le pétrole, pratiquement, sont nocifs à l'être humain, quoi. 80% des substances qu'on utilise, elles sont toxiques à nous. Et elles rendent malades. Il y a des perturbateurs endocriniens qu'on n'arrive pas à découvrir partout, dans tous les corps humains, quoi, qui donnent le cancer, qui stérilisent, Alors, c'est super aberrant, quoi. Et au lieu d'arrêter ça, de dire, bon, on va essayer de passer à autre chose, on continue toujours à exploiter ces choses-là, quoi. C'est vraiment bizarre, quoi. On veut aller jusqu'au bout. Mais c'est pas pour nous, hein. Tout ce business est fait pour enrichir quelques personnes sur la planète. 1 millier, mais 1 millier c'est peut-être même beaucoup, quoi, qui nous prennent pour leurs esclaves, en fait. On est les esclaves de ces gens-là, ils nous font consommer pour s'enrichir eux-mêmes. C'est super inquiétant, quoi. Et nous, ils nous volent notre énergie en nous donnant un travail qui nous rémunère un petit peu pour qu'on consomme les merdes qu'on fabrique nous-mêmes, quoi. Alors que si on allait directement sur le truc de base, se produire nos choses qu'on a besoin, en s'unissant, ce serait vachement plus facile, quoi. Alors voilà, donc le pétrole, le charbon, par exemple, il y a l'autre jour j'ai entendu l'Allemagne qui n'a plus de nucléaire et la Pologne qui utilise plein de centrales à charbon pour fabriquer l'électricité. Et bien c'est des vapeurs de ces centrales tueraient 23 000 personnes en France. Alors pour l'électricité, pour notre bon confort, en fait, ça détruit la vie d'autres gens. C'est assez inquiétant aussi. Après, je pense souvent à ce truc-là, c'est que nous, on a épuisé les ressources naturelles de plein d'habitants de la planète, de plein de pays comme l'Afrique. Le continent africain est un des continents les plus riches au niveau des ressources naturelles, qu'il soit pétrole, charbon et tout d'autres trucs. On va puiser nos ressources naturelles, on leur donne rien, ils meurent de faim. Et pendant ce temps-là, nous, on vit dans notre confort. Là, où est le travail de notre ego par rapport à tout ça, l'amour qu'on prône tous? C'est vraiment bizarre, quoi. On dit on aime, mais alors, pour avoir ce statut d'amour, comment faut-il faire, quoi? Je trouve ça... on est maintenu dans une réflexion qui me paraît bien limitée par notre éducation, par notre maintien de cette société de consommation qui nous fait croire en plus que notre planète est infinie, mais c'est pas vrai. Notre planète, elle est ronde, elle a tant de capacités et elle ne peut pas en produire plus. C'est pas parce qu'il y a plus d'habitants qu'on va avoir plus de pétrole, plus d'oxygène à respirer et tout ça, quoi. C'est vraiment bizarre. Après, par exemple, il y a 2 années de suite, et ça m'a... La première fois que j'ai entendu, j'ai même pas voulu y croire. L'Organisation mondiale de la santé a dit l'air que l'on respire est cancérigène. Waouh, qu'est-ce que c'est ce truc?
Et je l'ai entendu l'année dernière, ils disent la pollution de l'air tue 700 000 personnes par an dans le monde. Waouh, qu'est-ce que c'est? Quelle est ma démarche pour ne pas que ça se produise? Comment pouvons-nous faire, quoi? Et on est tous concernés par ce facteur-là, quoi. Cette chose, parce qu'on peut dire « Ah mais non, moi dans les montagnes, c'est pas pollué. » Ben, désolé, des fois, je sens des vapeurs toxiques qui arrivent chez moi, je suis là super surpris, quoi. Ou alors, quand je suis à Sisteron, vu que je suis en plein milieu de la forêt, l'air est quand même beaucoup plus zen et tout, j'arrive à Sisteron, les gaz d'échappement, la belle usine Sanofi qui envoie ses bonnes vapeurs bien toxiques aussi. Et le Mistral naît à Lyon, donc pour venir jusqu'ici, il traverse Lyon, Grenoble, tout ça, donc tous les champs, donc nous ramène la pollution. Quand c'est l'intramontagne qui vient de Marseille, c'est fait pareil, ça remonte pareil. Après, il y a des gens qui me disent « Ah, ben moi je suis dans la vallée du Jabron, tout va bien. » Il y a quand même tous les produits, tous les pommiers traités et tout ça. Hop, ça nous touche aussi. Mais comme c'est des substances qui sont invisibles, qu'on ne voit pas, des fois qu'on ne sent même pas, quoi, qui sont indolores et tout, eh ben, on n'arrive pas à s'en rendre compte. En plus, ces substances, c'est pas, même si on les respirait aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qu'on nous rend malade. C'est dans 20 ans, 30 ans. Et donc là, hop, mais on n'arrive pas à faire le lien vraiment direct avec ces choses-là. Et c'est la chose qu'il faudrait enseigner, apprendre aux gens, parce que personne ne se remet en question face à ça. Quand vous rentrez dans votre voiture, et un copain m'a raconté par rapport à une formation qu'il a fait, il faudrait ouvrir la voiture au moins 5 minutes à l'avance, parce que toutes les matières qu'il y a à l'intérieur, comme c'est vitré et tout, ça réagit au soleil, et ça émet plein de substances toxiques. On ne les sent pas quand on rentre dedans, mais en fait, on les respire, et ça nous rend malade aussi. Plein de choses comme ça, quoi. Après, l'eau, tous les cours d'eau seraient pollués, enfin 80% des cours d'eau seraient pollués, et du coup, ça nous amène à boire de l'eau pas potable, et l'eau du robinet, tout ça. Même l'eau en bouteille, ils remettent en cause cette eau qui est dans le plastique et tout ça. C'est vraiment... Le WWF, un jour, ils ont fait des prises de sang à 40 députés européens. 47 députés européens, pour déceler 100 produits chimiques. Il y en a un, il en avait plus de 50. Et en fait, ils disent la première cause de toxicité dans le sang, la nourriture. La deuxième cause, les vêtements qu'on porte. Voilà. Greenpeace passe aspirateur dans 50 maisons différentes. Ils analysent les poussières, des substances qui donnent le cancer, qui stérilisent, ils disent l'endroit le plus pollué, c'est la maison. Par rapport, les meubles, elles sont belles les chaises, la table elle est belle, mais c'est que des substances qui émettent des vapeurs toxiques en fait. Et donc nous on respire ça toute la journée en étant enfermés dans notre maison. Ils disent, si on habite en ville, il est encore préférable d'ouvrir 1 heure par jour notre maison, les fenêtres de notre maison, parce que l'air qu'il y a dehors est moins pollué que celle qu'il y a dedans. C'est assez surprenant et inquiétant quand même. C'est une démarche très négative. Et donc voilà, nos entreprises, pour travailler, elles émettent, Henri Laborie cite ça dans un des derniers livres que j'ai lu de lui, il dit que en fait les entreprises émettent du CO2 dans l'atmosphère, qui détruit la couche d'ozone et émettent, les UV passent à travers, et donc ça réchauffe notre planète, ça fait bouillir notre monde, et là on le voit nettement. Hop, vous avez vu aujourd'hui comment il fait super chaud, ils disent des températures 10 degrés supérieures à la norme saisonnière, donc ça arrive de plus en plus fréquemment. Les 10 dernières années qu'ils ont été, ils disent c'est les 10 dernières années les plus chaudes jamais vécues, quoi. Avant que cette année commence, pratiquement, ou en début d'année, ils ont dit, on sait très bien que 2017 sera encore plus chaud que 2016. C'est vraiment... voilà. Donc ce changement climatique va amener que la végétation va être de moins en moins à se reproduire, on va pouvoir créer beaucoup moins d'agriculture et du coup avoir de moins en moins à manger, quoi. Il faut tirer, Fred. Voilà. Après... ça c'est un peu les trucs écologiques, je ne sais pas tous vous citer parce qu'il y en a tellement que je trouve ça tellement aberrant, inquiétant. En tout cas, on nous fait travailler dans des usines polluantes
On fabrique nous-mêmes nos propres toxines. Et il n'y a personne qui dit, aucun gouvernement qui dit, non mais il faut stopper ça. On va créer maintenant des... On sait faire des matières qui sont propres, qui sont non toxiques à l'être humain. Elles existaient dans son lendemain, ils disent, l'agriculture était biologique avant la Première Guerre mondiale. Bon, on a vu... Bon, ce qui est biologique n'est pas que de l'écologie, mais ça fait une bonne partie de l'écologie. Et depuis 100 ans, 120 ans, hop, ça y est, on a tout niqué, comme ça, sans rien remettre en cause. Parce que, en fait, dans la 11e heure de DiCaprio, les scientifiques expliquent et disent, nous sommes une espèce animale, qui avons développé en sémantique générale, et dit, notre seule différence réelle avec les animaux, c'est que on a un côté... on a créé plein d'objets. Voilà, on utilise plein d'objets, on a un langage qui est plus développé et tout ça. Mais nous sommes une espèce animale. Et ils disent, à cette époque-là, enfin avant la Première Guerre mondiale, même peut-être un peu avant quand même, on était en lien avec la nature. Donc on se comportait plus comme des animaux. Et après, hop, pour satisfaire la société de consommation, on est devenu une espèce qui s'est éloignée de la nature, qui l'observe plus et qui la détruit et qui la pollue pour posséder des objets qui sont nocifs pour nous encore en plus. C'est terrible, terrible, vraiment terrible. Et qu'est-ce que je voulais dire encore par rapport à ça? Voilà, à peu près tout. Bon, après, c'est vraiment... Pourquoi faire ça? Pourquoi continuer? Et ça, ce qu'on est en train de faire là, c'est en train d'amener vraiment des problèmes pour tout le monde. L'autre jour, ils ont fait des tests de cheveux à 40 enfants de 10 à 15 ans. Et les enfants, tous des perturbateurs endocriniens dedans. La première fois que j'ai entendu le reportage, mais vite fait, j'ai pas tout bien capté, la personne disait, donc tout le monde en a, tous les enfants en ont. Ces substances émettent donc le cancer, stérilisent. Pourquoi continuer à les fabriquer? Pourquoi? Là, on avait le chanvre qui était une super matière pour faire le textile et tout ça, qui a été en fait, qui a vraiment disparu à cause des guerres. Parce qu'en fait, ça permettait à l'armée d'avoir toutes les matières qu'ils avaient besoin, dont l'huile pour mettre dans leurs fusils, les chaussures, les lacets, les cordes, les vêtements, tout. Et quand un pays envahissait un autre pays, hop, la première chose qu'il faisait, il interdisait la culture du chanvre. Comme ça, hop, c'était fini. Maintenant, il n'y a plus... moi qui ai fait de la couture pour faire des tipis et des dômes, le mec qui me vendait la toile, il disait, la meilleure toile, c'est la toile en chanvre, c'est celle qui tient le plus longtemps. Mais à l'heure actuelle, il n'y a plus une entreprise en France qui est capable de la fabriquer. Il commençait à se renseigner en Turquie, parce que là-bas, c'est encore utilisé, s'il y avait des possibilités d'en trouver encore de la bonne toile. Mais on a des solutions, mais on ne veut vraiment pas les appliquer, parce que pour l'instant, ce qui nous tient, c'est l'argent, le business, l'entretien de ces entreprises, quoi, qui veulent toujours en avoir plus, pendant que nous, on en a moins. Voilà, alors après, ça, c'était le côté écologique, je crois que j'ai arrêté là. Après, je pense que les conditions sociales dans lesquelles on vit, on est en train de s'éloigner les uns des autres. Parce que, je sais pas, tout le monde dit, je cours, j'ai pas le temps. Alors ça, je trouve ça assez impressionnant, quoi. Voilà, la démarche de la vie dans la nature, ça me demande du travail, c'est sûr, mais c'est un travail que je fais pour moi-même. J'améliore mon habitat. Comme je l'ai fait moi-même encore en plus, je sais très bien comment ça se passe, ce que j'ai à y faire. J'ai suffisamment d'outils pour l'entretenir. Bon, de temps en temps, il faut quand même que j'achète un peu de matériaux, mais des matières premières, du bois, et puis après, je les assemble et tout ça. Et là, la vie dans la nature, ça me demande du travail tous les jours, mais en gros 3-4 heures, pas plus, quoi. Il y a quelqu'un qui a fait une étude qui a dit, il y a 200 ans, les gens travaillaient 3 à 4 jours par semaine, ils avaient beaucoup plus de temps libre et ils étaient plus dans l'amour, plus de relations humaines. Maintenant, tout le monde est derrière son ordinateur et Internet. Et le téléphone portable. Alors, la communication, selon le programme neurolinguistique, ils disent que la communication, c'est 55% visuel. Donc, l'ordinateur, un téléphone, ça a loupé. Après, ils disent que c'est 37 ou 38% de parler, gestuel, les gestes qu'on fait. Et après, il y a le parler, qui représente que 7 à 8%. Donc, du coup, quand on utilise Internet et les téléphones portables, on n'a que les 7 ou 8% de la communication.
Donc on n'est plus du tout dans la communication. Et moi, je rajoute un truc qu'on ne parle jamais, il y a le ressenti énergétique qu'il y a à l'intérieur de nous. On sent les gens quand énergétiquement, on sait s'ils ne sont pas bien, quand on est assez sensible à tout ça. Et je trouve ça, vraiment, on est en train de s'éloigner les uns des autres. Il y a un mec qui était sur Facebook, un journaliste, et puis il avait 1000 personnes en contact avec lui. Il dit, tiens, j'ai décidé du jour au lendemain d'arrêter ça pendant un mois. Enfin, au bout d'un mois, tout le monde a votre numéro de téléphone et tout, puis au bout d'un mois, il n'y a que 2 personnes qui l'ont contacté pour lui demander s'il allait bien ou pas. Il était là, waouh, trop surpris. Donc c'est vraiment une illusion de communication, c'est juste une approche assez bizarroïde. C'est vraiment... Et là, on voit bien, les gens courent tous. J'ai l'impression que tout le monde est dans son petit individualisme. Vu qu'on peut consommer des matières, on comble notre manque de relations humaines par les matériels qu'on consomme. Et ça nous éloigne les uns des autres, de la nature, de ce qui est essentiel. En fait, la nature, c'est ce qui produit la vie pour l'être humain. Et en fait, on est en train de la détruire. Donc la vie va être de moins en moins facile à vivre, à se faire. La Terre produit, je ne sais plus, c'est des centaines de milliers de fois le PIB mondial. Donc, naturellement. Et là, comme c'est en train de se détruire, ça va vite nous calmer. Après, comment dire... j'ai une lacune dans la suite de mes idées, ça arrive. Par rapport à tout ça, à l'école, qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend à être des bons ouvriers, des bonnes machines de consommation, mais pas du tout à être des êtres sociaux. On maintient les gens dans un état de souffrance, parce que beaucoup de gens ont vécu des souffrances, alors qu'à l'école, si on voulait, on leur enseignerait le moyen de guérir nos souffrances, c'est trop facile. En fait, ils savent très bien le faire. Il suffit de mettre quelques cours de psychologie, de psychanalyse, pour aider les gens à sortir de leurs problèmes. On nous apprend plus à être autonome. On nous apprend à dépendre que d'un seul travail. Comme ça, on ne peut pas se diversifier et aller vers un truc où on pourrait être autonome, savoir faire plein de choses. Le Papa Lagui, il explique plein de trucs par rapport à ça, qui, eux, dans leur tribu, ils savent vraiment faire tout ce qu'ils ont besoin et qui ne voudraient pas que ce soit quelqu'un d'autre qui ait fait ce qu'ils ont besoin. Nous, si on n'a pas les autres pour nous fabriquer nos merdes qui sortent des usines, on serait trop perdus, quoi. Et c'est vraiment grave. Après, cette société de consommation, on fabrique que des matières périssables très rapidement, comme ça, obligé de consommer très vite, et c'est vraiment très surprenant aussi. J'ai acheté comme j'ai fait pas mal de couture, quand je gagnais de l'argent, j'ai acheté des super bons outils, mais ils sont inusables en fait. Pourquoi on ne fabrique pas que des outils comme ça, inusables, que tout le monde peut avoir chez lui et s'en servir vraiment? Et puis vraiment réapprendre la diversité des actions à l'école, plutôt que de nous bassiner tout le temps avec des trucs débiles, rappeler l'histoire, les guerres, les souffrances qu'on a vécues. Oui, c'est bien 5 minutes, mais après on pourra peut-être nous apprendre à bricoler, à connaître vraiment la nature, les plantes, leurs valeurs, à nous nourrir, comment elles peuvent nous nourrir, comment on peut les cultiver, vraiment apprendre toutes ces choses-là, et apprendre aussi le partage, rentrer dans une dimension d'amour, de partage, de relation, arrêter de cultiver la différence qu'il y a entre les gens, parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait pas mal à l'école. Et on conditionne pour que tout le monde soit pareil, parce que dès qu'on sort du nombre, on est tout de suite montré du doigt, et il ne faut vraiment pas être différent, parce que ça ne marche plus, quoi. Et vraiment réapprendre toutes ces choses-là. Mais là, pareil, cette éducation, en fait, nous conditionne, nous maintient dans un réseau où il ne faut pas sortir, il faut être maintenu dans les lignes, suivre ce monde de consommation à tout prix. Voilà, à peu près social. Et après, on pourrait vraiment avoir du temps. Vraiment, surtout avec les connaissances qu'on a à l'heure actuelle, on pourrait produire certaines choses sans travailler comme notre cher ami Lafargue dans l'éloge le droit de la paresse, qui a écrit en 1875, qui dit « Ah, vous manifestez pour travailler alors que vous devriez manifester pour pas travailler ». Il explique qu'à cette époque-là, les gens travaillaient 12 à 14 heures par jour,
et que tous les produits manufacturés qu'ils produisaient, ils ne savaient pas où les vendre, en fait. Ils en auraient jeté 600 tonnes dans les rivières, tellement ils ne savaient pas pour les vendre. Après, ils ont créé la colonisation pour pouvoir vendre ces produits-là à d'autres gens parce qu'il n'y avait pas assez de consommateurs. Je trouve ça super aberrant. Et il explique aussi que c'est les syndicats qu'on dit on va travailler plus pour avoir plus d'argent. C'est une bonne manipulation. Et voilà, mais je voulais dire aussi par rapport à ce truc-là, notre libre arbitre, il est où? Notre véritable libre arbitre sans ce monde de consommation. Si on se recule, qu'on se met à l'extérieur et qu'on cherche ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que c'est notre libre arbitre? Où y va-t-il? Ça, j'aimerais bien... Moi, je me pose cette question-là souvent. Je me dis, ah, c'est quoi mon libre arbitre? De toute façon, je ne vais pas travailler éternellement. Là, je vais établir un jardin qui fonctionne. Et après, j'ai essayé de me détendre vraiment pour me ressourcer, plus me rapprocher encore plus de la nature, mieux comprendre les plantes, les animaux, et travailler tout un facteur énergétique qui me semble essentiel. Et donc, notre libre arbitre, réfléchissez-y vraiment, parce que je pense que c'est vraiment très, très important. Après, je vais essayer d'approcher un peu la spiritualité, ce que j'en ressens et ce que j'en connais, ce que j'en observe, et ce que je crois qui est du réel, du pas réel, et un peu voir, mais parce que vers l'âge de 14 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la magie. Je trouvais ça très... C'était une époque où on avait plein de films avec des magiciens et tout ça. Alors, j'ai pioché quelques livres de magie et tout ça. Je trouvais ça super intéressant, mais c'est que de la magie. Donc du coup, et puis ils n'expliquent pas trop comment faire. Alors, donc du coup, ça devenait très très limité. J'ai quand même, du coup, j'ai essayé de faire je vais acheter un livre qui expliquait comment faire un pacte avec Lucifer. Bon, ça n'a pas marché, peut-être heureusement, parce que c'était compliqué. Vraiment compliqué. Après, ce que j'observe des croyances, c'est qu'en fait, encore en plus, c'est chacun, ah, c'est ma croyance qui est la vraie, hop, celle des autres, elle n'est pas vraie. Donc du coup, ça amène plein de différences, de complications d'observation des uns des autres, et puis de tout ça. Et je dis, mince alors. Et l'autre jour, c'est une voisine qui me dit, ah, eux, ils croient toujours à ça. Et puis après, je me suis posé la question, mais en fait, eux, qu'est-ce qu'ils croient? Alors, je crois qu'ils sont un peu bouddhistes, quoi, on va dire. Donc voilà. Alors les autres, ils sont plus chrétiens. Donc du coup, après, je me suis fait un petit délire comme ça, mais c'était super intéressant. Hop, il y en a, c'est Bouddha. Les autres, c'est Jésus et Dieu. Bon, enfin, c'est à peu près les mêmes choses. Hop, c'est juste les mots qui changent. Après, il y a... Alors, il y en a, c'est la réincarnation. Les autres, la résurrection. Hop, c'est à peu près la même chose. C'est quand même un truc qui me fait bien cogiter. Et donc, du coup, ils se prennent la tête parce qu'ils ne croient pas à la même chose, mais qui est à peu près la même chose. En plus, Bouddha, ils ont essayé de trouver où il était né et tout ça, dans ce superbe château qui avait des murs de 8 mètres de large, je crois. Ils n'ont pas retrouvé trace du château. Ils pensent qu'il est né à tel endroit. Jésus, c'est à peu près le même problème. On ne sait pas trop où il est né, on ne sait pas trop où il a vécu. Je dis, mince, après, je ne connais pas trop les musulmans, donc je ne peux pas trop parler de cette religion-là, mais c'est à peu près la même chose aussi, hein, dans un sens. Alors je dis, mince, alors. Mais tous, ils parlent d'amour. Donc du coup, comment on fait là? On parle tous d'amour, de ce message d'amour, et on se prend la tête parce que c'est pas le même message d'amour. Ah mince, mais l'amour, c'est universel, ça n'a qu'une forme. Déjà, il faudra réussir à définir ce mot-là, parce que quand on dit « Ah, mais je suis dans l'amour » et puis qu'on pollue la planète, ça commence à devenir compliqué, la démarche de l'amour. Ou savoir que pour pouvoir consommer, tiens, pareil, ça tue des gens, ça tue des espèces animales. Donc, sommes-nous dans l'amour? Où il est le mot amour, la définition vraiment complète de ça? Et nos actes, que faisons-nous par rapport à ça? Donc ça, c'était une petite approche du spirituel que je trouvais ça assez rigolo, quoi, parce que, en fait, moi, je suis pour toutes les croyances. Ça ne me dérange pas, mais il faut qu'il reste dans l'amour et le respect des autres. Voilà, Après, il y a un souci qui me pose une grande question quand même, c'est que beaucoup, ils disent, ouais, le paradis, c'est quand on est mort. Waouh. Mais alors, pourquoi on est sur Terre?
quelle est notre présence sur Terre, qu'est-ce que ça nous amène vraiment, quoi, en fait. Parce que si c'est que quand on est mort qu'on est au paradis, il y a je crois que les bouddhistes, je crois que Dalai Lama, il dit pourquoi vous fêtez votre anniversaire vu que c'est une réincarnation de souffrance. Je dis, ah mais ça a l'air super inquiétant, quoi. Et alors, ça nous décale vraiment sur notre présence, sur notre... Là, on est sur Terre, donc c'est pas le paradis, ce sera après. Déjà, on est sur Terre, donc il faudrait se focaliser sur ce qui se passe là, quoi. Après, pour l'instant, il n'y a personne qui est revenu nous dire ce qui se passait après. J'ai vu quelques films de mecs qui disaient « Ouais, nous, on est allé là-bas, on est revenu et tout », mais personne qui peut concrètement dire comment c'est après. Donc après, occupez-nous de ce qui se passe maintenant, de vraiment l'amour maintenant, du partage maintenant, de le respect de notre vie, de notre terre, de tout ça, quoi. Maintenant, à ce moment précis, quoi. Pas quand je serai mort, je serai au paradis, ou je vais me réincarner. Voilà, ceux qui croient en la réincarnation, ils ont des soucis à se faire, parce que si toutes les espèces disparaissent, eh bien, ils vont se réincarner en quoi. C'est vraiment... ça me fait toujours rire quand je vois ça, quoi. Et c'est les Tibétains, ils disent être dans l'innocuité, être non visible. Et je pense que ça, par contre, c'est une bonne base. C'est si on est non visible, on ne fait pas de mal aux autres, et donc du coup, on commence à être dans une approche d'amour, je pense. Vraiment de là à dire, moi, ma démarche, c'est ça, c'est que j'essaye d'être le moins visible possible à la planète. Parce que je sais que si je fais certaines choses, ça va détruire la vie sur la Terre, et donc du coup, j'essaie de ne pas les faire. C'est une des bases que je me suis donnée, mais c'est pas pour ça que je suis bouddhiste tibétain. J'ai vu des reportages où c'est de la dominance du pouvoir et tout ça, et que ça m'inquiète vraiment trop grave. Et après, voilà, ça c'est mon approche de la spiritualité. Après, il y a un autre côté qui me semble, dans la spiritualité, dans toutes les spiritualités, parce qu'en fait, toutes les croyances pratiquent la méditation, pratiquent des trucs comme ça. Mais là, je pense que ça rentre de l'ordre de la magie, d'un truc vraiment magique. C'est qu'en fait, à l'intérieur de nous, on a ces capacités-là. Peu importe ce qu'on croit, on peut faire de la méditation, on peut... Moi, je vais vous raconter quelques expériences que j'ai faites. Déjà, une expérience mais qui est plus chamanique, là, c'est que j'ai pris plein de fois, je ne sais pas combien, des champignons hallucinogènes, quoi. Alors, c'est des substances qui... les Suisses étudient les champignons hallucinogènes pour en faire des médicaments. Les psilocybes. Je vous explique exactement. Les psilocybes pour en faire des médicaments. Dans le reportage que j'ai vu, ils disent que, en fait, c'est pas des hallucinations que les gens ils ont, ça déconditionne leur cerveau et ils sont plus aptes à percevoir ce qui se passe autour d'eux. Parce qu'en fait, notre cerveau aurait mis des barrières pour ne pas capter tout ce qui se passe autour de lui, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Mais en gros, par rapport à certaines expériences que j'ai faites, quand on est dans la nature, parce que c'est vraiment là le mieux, eh ben, on voit l'aura des plantes, des arbres. On voit qu'ils vivent, que c'est vraiment des êtres vivants à part entière, qui sont vraiment animés. En fait, Jérémy Nerby, qui était un ethnologue, il est toujours pas mort, ethnologue suisse, quand il avait 25 ans, pour faire sa thèse d'ethnologie, il est allé en Amazonie. Et là, il a pris de l'ayahuasca une fois, enfin 2 fois, mais surtout la première fois. Hop, après il dit au chaman, ouais mais j'ai vu c'est quoi les serpents que j'ai vus? Et il dit, le chaman lui dit, c'est les serpents de la connaissance. C'est ceux qui nous apprennent à connaître les plantes, à tisser, à connaître les animaux, savoir lesquelles sont les substances qui sont, enfin, les propriétés des plantes et tout ça. Et donc, du coup, après, il a fait une superbe recherche en bibliothèque. Quand il est rentré en Suisse, il a fait une superbe recherche. Alors, il est arrivé à voir qu'il pense. C'est le seul à penser ça. Il a été critiqué par toute la société scientifique de cette époque-là. Il pense qu'en fait, l'ADN émet des photons en permanence. Et quand on prend de l'ayahuasca, on voit l'ADN des plantes, des animaux et tout ça. Et donc, du coup, on rentre en communication avec eux. Et cette théorie est vraiment très intéressante. Et donc, on pourrait communiquer directement,
plus facilement sous ayahuasca et tout ça, avec les plantes, les animaux et tout ça. Et donc du coup c'est super intéressant. Mais voilà, est-ce véridique aussi? Ça, on ne sait pas trop. Mais moi, ce que je sais, c'est que les champignons, une fois j'en ai pris, j'ai pleuré toute la nuit, parce que j'ai eu plein de souffrances que je ne vous raconterai pas et tout. Mais en fait, ils m'avaient fait voyager dans mes souffrances. C'est pour ça que je pleurais. Mais en fait, ils m'avaient montré pourquoi mes souffrances étaient arrivées. Et le lendemain, quand je suis sorti de cette tristesse, j'ai dit « Ah, ça y est, je sais enfin qui je suis, j'ai compris pourquoi. » Et ça m'a vraiment libéré, ça m'a vraiment aidé à être mieux. Et des fois, je dis on devrait initier pratiquement tout le monde aux champignons pour qu'ils affrontent leurs démons personnels. Les chamans, ils disent ça, vous allez affronter vos démons personnels. Et je trouve ça super intéressant à ce niveau-là. Bon, je vais revenir sur le côté magique des choses que j'ai expérimenté moi-même. Voilà. Alors, comme les Tibétains, ils parlent de l'énergie, du magnétisme et tout ça, enfin, j'ai essayé de comprendre la méditation. J'ai essayé de savoir. J'ai cherché longtemps, très longtemps. Hein. Je crois que j'ai mis une vingtaine d'années avant de réussir à trouver cette chose. Et en fait, un jour, c'était débloqué. J'ai senti de l'énergie dans mon corps. Ma colonne vertébrale vibrait et tout ça, et je trouvais ça, waouh, super magique. J'ai entretenu cette énergie-là. Longtemps. Hein. Après, j'ai appris à la faire circuler dans mon corps. Partout. C'était dur parce qu'il y a des endroits où je n'arrivais pas à accéder. C'était là, waouh, qu'est-ce que c'est cette histoire et tout. Mais j'ai fini par y arriver. Et maintenant, en fait, je sais me magnétiser. Je fais ça. Je sens tout de suite l'énergie qu'il y a dans mes doigts. Et si j'ai mal quelque part, mais vraiment pas longtemps, hein, ça, c'est vraiment, je fais ça, par exemple, j'ai mal au genou, je fais ça, tac, 30 secondes, comme ça, et la douleur se calme. Je dis, ah, très intéressant. Et je me dis, alors donc, on a tous les mêmes capacités, on a tous les mêmes possibilités, donc tout le monde peut le faire, cette chose-là. Juste, on ne nous apprend pas à le faire. Pourquoi? Ça niquerait beaucoup les laboratoires pharmaceutiques, cette économie-là et tout ça, et donc du coup, ce serait un sérieux problème pour eux. C'est peut-être la raison de la chasse aux sorcières qui connaissait le moyen de guérir avec les plantes et tout ça. Bon, ceci dit, à cette époque-là, il n'y a pas toutes ces maladies modernes qui nous ont envahis et que malheureusement, on ne sait pas trop les guérir non plus d'ailleurs. C'est juste prolonger le stade de vie sous ces maladies-là, mais chaque fois, on ne les guérit pas. Après, il y a 2 fois, 3 fois, mais surtout 2, je me suis concentré. J'avais un ami qui avait le cancer. Il habitait à 500 km de chez moi. Je me suis allongé dans la nature et je me suis concentré sur lui. Je l'avais prévenu, je lui ai dit, je vais t'envoyer de l'énergie. Et je l'ai fait, à 500 km de chez moi. Et le lendemain, j'ai appelé, je lui ai dit, bon alors, tu l'as reçu? Et son ami que je ne connaissais pas a décroché le téléphone et elle m'a dit, oh, merci beaucoup. Il était derrière son ordinateur, il m'a dit, et tout d'un coup, il s'est revitalisé. C'était vraiment au moment où je l'ai fait. Et il y a une amie qui était, je ne sais pas, de 300 km d'ici. Pareil, je fais ça. Soit allongé dans mon lit, je suis en bas d'énergie. Et j'avais déjà un téléphone portable, et donc, où je suis, il n'y a pas trop de réseau, mais le lendemain, j'avais un message, et dans le quart d'heure où je lui ai fait ça, elle dit « Ah, j'ai le chakra du cœur qui s'ouvre ». Donc, elle a reçu l'énergie que je lui avais envoyée. Moi, j'ai un super ami qui est en Australie, et des fois, il y a des connexions qui semblent trop télépathiques, parce que on s'appelle au même moment, ou on s'envoie un message au même moment, et on dit « Tiens, c'est quand même bizarre ». Donc, il y a toutes ces connexions-là qu'on n'apprend pas à travailler et à faire, et qu'on ne veut vraiment pas avoir conscience. On est sûrement des télépathes. Enfin, moi, je sais qu'il y a des fois, s'il y a des gens qui ont une agressivité envers moi, mais qui ne prononcent pas, je le ressens, ça me fait mal à la tête. Je dis, oh là, il y a quelque chose qui n'est pas clair et tout. Et donc, c'est une forme de télépathie, à mon avis. Une sorte de conscience. Et comme on ne nous apprend pas à le faire, qu'on nous apprend trop d'autres choses qui ne servent à rien, et ben, on perd ce lien avec tout ça, quoi. Et moi, je trouve ça tellement dommage, parce que sûrement que nous sommes des magiciens. J'ai vu Anastasia, qui serait quelqu'un qui vit dans la taïga en Sibérie. Elle vit carrément dans la nature, elle n'a même pas de maison. L'hiver, elle dort avec l'ours et tout ça, elle est en relation complète avec les animaux. Et elle dit, on est des créateurs. Nous sommes là pour créer la vie, pour embellir la vie et faire tout ça, quoi. Et on ne le fait pas, quoi. On ne nous a pas appris à le faire, on ne veut surtout pas qu'on le fasse. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage, quoi. Et elle explique plein de choses par rapport à l'énergie et tout ça. Et quand j'ai lu ce livre-là, j'ai vraiment retrouvé ce que j'avais réalisé. Donc j'étais là, ah, bah, peut-être qu'il y a une part de vrai dans ce qui est raconté dans ces livres-là, quoi. Ça, c'était bon.
la vision de ce que je pense qui est vraiment de l'ordre de la magie, mais qui est à l'intérieur de nous. Je reviens sur l'ADN, parce que je pense que ce truc-là est vraiment très violent. Jérémy Darby, quand il a demandé au chaman ce que c'était les serpents, et qu'il pense que c'est l'ADN, parce qu'en fait, dans toutes les cultures, dans toutes les croyances qu'il a retrouvées, même devant la pharmacie, quand vous ouvrez la porte, souvent c'est un serpent qui est devant. Et ça symboliserait l'ADN, en fait. Les aborigènes d'Australie, c'est l'endroit où il a trouvé le truc le plus flagrant. Il y a carrément le serpent, mais avec des molécules autour, quoi. Il est incroyable, quoi. Et, il y a des cultures, c'est un escalier qui tourne en spirale. Après, il y a nos amis les Celtes, avec leurs entrelacs qui symbolisent vraiment l'ADN. Et après, j'ai voulu savoir ce que c'était l'ADN, parce qu'en fait, après, on nous dit ADN, oui, c'est bien, c'est joli, c'est tout beau, quoi. Et en fait, j'ai acheté un bouquin de biologie, qui est épais comme ça, il y a 1200 pages, c'est des pages comme un annuaire téléphonique, et ils disent, dans chaque cellule humaine, il y a 3 milliards de connexions. C'est impressionnant. Et, la longueur de l'ADN dans chaque cellule, c'est 2850 km. Je crois que si on déroulait l'ADN qu'il y a dans le corps humain, on pourrait aller jusqu'à Saturne et revenir sur Terre, faire l'aller-retour. Et ils disent, en information, dans chaque cellule, il y aurait des équivalents de 600 volumes du volume de biologie que j'ai. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en fait, à l'intérieur de nous, il y aurait une connaissance infinie à laquelle on n'arrive pas à accéder. Je trouve ça trop surprenant. Après, je n'en sais pas plus, je ne sais pas comment y accéder. Des fois, je demande à mon cerveau, je conditionne mon mental. Quand on est bien conditionné, moi je conditionne mon mental. Des fois, je dis, allez, fais-moi rentrer là-dedans, et je voudrais comprendre, en savoir plus. Parce qu'en fait, sûrement qu'à l'intérieur de nous, au minimum, on va dire, je pourrais dire un truc, on a toute la connaissance de nos générations passées, qui est emmagasiné en nous. Donc, en fait, on a un savoir infini de tout ce qui s'est passé avant et tout ça, mais on n'y arrive pas à y accéder. Ça, je trouve ça assez surprenant, vraiment trop trash. Vraiment, là où, au lieu de nous apprendre des conneries, on devrait nous apprendre à connaître notre ADN et à savoir jusqu'où ça va. On peut sûrement se guérir avec cet ADN, parce que l'ADN, en fait, il y a toujours une cellule qui est pure, et si cette cellule se déclenche, elle va guérir le restant du corps. Ça, scientifiquement, ils sont à peu près certains. Donc, ça m'a interpellé, j'aimerais vraiment savoir plus. Après, là, je ne sais pas plus que ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que je veux dire sur l'ADN. Si, Jérémy Darby, le chaman, lui dit, alors ça c'est trop surprenant, il dit, le serpent nous a dit qu'il a été pourchassé sur notre planète et qu'il est venu se réfugier sur Terre. Voilà, donc ça, après, je ne pourrais pas en dire plus, mais j'ai trouvé ça assez surprenant. Voilà. Bon, un autre truc de chiffres, mais ça ne peut rien avoir, mais ça revient à l'écologie et à la pollution. J'ai mon ami d'Australie, je lui dis, en fait, qu'est-ce que ça représente les routes sur Terre? En fait, les routes sur Terre, c'est 23 allers-retours du Soleil à la Terre. 23 allers-retours sur le Soleil à la Terre. En surface, ça représenterait 1,5 fois la surface de la France. Enfin, on dit, on n'a pas assez de terre pour nourrir les humains. On dit ça, il y a 1,5 fois la terre. La France qui sert à mettre des routes en bitume. Je trouve ça assez surprenant. Je voulais vous le dire quand même, parce que celle-là, j'ai trouvé assez forte. 23 allers-retours au soleil, c'est vraiment impressionnant. Bon, maintenant, je vais vous parler un des derniers trucs, et puis peut-être enfin, la seule idée qui me semble logique. Voilà, j'ai pas un roman de science-fiction qui s'appelle Le monde des non-A. Non-A, ça veut dire non-aristotélicien. Puis j'ai lu 3 fois, 4 fois, puis à la 4e fois, j'ai dit non, mais je veux vraiment savoir ce que ça veut dire. Le gars qui a écrit ce roman-là, en fait, il avait fait une thèse sur la sémantique générale. La sémantique générale, en fait, c'est le non-aristotélicisme, le non-newtonien et le non-euclidien. C'est un Korzybski, il s'appelait parce qu'il est mort, en 1900, mais il n'est pas mort il y a si longtemps que ça. En 1933, mais il avait commencé bien avant, il a revu le langage. Et très impressionnant. En fait, par rapport aux connaissances scientifiques, il a remis le langage en place. Alors, pour moi, c'est la chose la plus importante qui n'a jamais été faite jusqu'à maintenant. C'est son livre, qui est en anglais, qui fait 900 pages, à laquelle, à la fin, il paraît qu'il y a la référence des 600 volumes qu'il a écrit et qu'il a lu pour pouvoir écrire son livre.
n'est toujours pas traduit en français, je trouve ça aberrant depuis 1933. Mon pote d'Australie, comme il est bon en anglais, il est en train de le lire, c'est super intéressant. Moi, j'ai essayé de vous raconter un peu les bases que je sais, parce que j'ai trouvé un bouquin français qui est assez complet, mais qui est un résumé de cet autre bouquin, qui coûte quand même 120 euros. Déjà, je me suis dit, ah, mais la connaissance, ça coûte cher. Hein. On ne veut vraiment pas qu'on devienne intelligent. Hein. Il faut avoir des sacrés porte-monnaie pour devenir intelligent. C'est vrai qu'ils ont fait une étude, ils disent une famille pauvre utilise en moyenne 600 mots. Une famille à peine plus riche en utilise 1200, et puis les plus riches en utilisent beaucoup plus. C'est vraiment, ça montre le conditionnement qu'on a, qu'on vit et tout ça. Et pourtant, on a tous le même intellect. Hein. Vous prenez un bébé qui est né dans une famille très pauvre, vous le placez dans une famille riche, il va devenir intelligent. Hein. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. C'est juste parce qu'on maintient ces différences-là, qui sont bien maintenues par l'argent, le pouvoir de l'argent et tout ça. C'est vraiment trop le délire. Alors, en sémantique générale. Alors, par où commencer? Parce que c'est assez complexe. Il explique que notre langage est basé sur Aristote. Je vais revoir un petit bout d'eau parce que notre langage est aristotélicien. Il dit Aristote, il a fait ce qu'il a pu avec les connaissances qu'il avait à l'époque. Mais il dit Aristote, c'est on voit, c'est. Donc du coup, c'est une fleur, c'est une chaise. Pour la chaise, sémantique générale, ça va être. Mais avant d'être une chaise, c'est des protons, des neutrons, de l'électricité statique, de l'énergie. Et seulement après, c'est une chaise. Donc ça change tout, comme pour mon verre. C'est un verre, mais avant tout, c'est bien plein d'autres choses. Donc ça ouvre notre champ de conscience à d'autres perceptions de ce que c'est, et ça ouvre notre esprit à une réflexion beaucoup plus grande sur tout ce qu'il y a autour de nous, quoi. Après, qu'est-ce qu'il explique d'autre qui est super intéressant? Il y a surtout le factuel et l'inférentiel qui me semble... Il dit... il y a plein de guerres qui se déclenchent dans le monde à cause de l'inférentiel. Et le factuel, donc c'est... Ah, je vais passer déjà à raconter ce truc-là. En sémantique générale, c'est... On voit, ça fait quelque chose dans notre cortex visuel, ça descend dans notre système nerveux, et on devrait expliquer ce qui se passe dans notre système nerveux. Parce qu'en fait, il explique que tout le monde, la grande différence qu'il y a entre tous les habitants de la planète, la seule pratiquement unique différence, à part notre couleur de peau, mais ça c'est lié à des situations géographiques, c'est que notre système nerveux est différent. Donc pour bien se comprendre, pour être dans une bonne communication, il faudrait expliquer ce qui se passe dans notre système nerveux. Parce que sinon on ne peut pas bien se comprendre, quoi. C'est vraiment bien plus compliqué et tout ça, quoi. Et donc, alors il explique ça, et ça fait vraiment cogiter, parce qu'après, ils disent qu'il y a plein de prises de tête qu'il y a entre les gens. C'est parce qu'on est dans l'inférentiel. Alors le factuel, c'est ce qui est observable là autour de nous. Enfin, moi je vous vois. Hop, si quelqu'un se mettait exactement au même moment qu'il y a ici, qui se mettait exactement au même moment que moi, au même endroit que moi, il ne verrait pas la même chose en plus. Parce que comme le système nerveux n'est pas pareil, on ne bloque pas sur les mêmes choses. Donc ça c'est super important de vraiment bien faire le lien avec ça. Et l'inférentiel, ce serait que... c'est tout, je pourrais le définir comme ça, c'est l'imaginaire qu'on rajoute à certaines situations. Et on voit une voiture qui rentre dans la mur. On dit, ah ben le gars il était bourré, il n'avait plus de frein, mais on ne sait pas. Pour vraiment savoir, il faut être en communication avec la personne. Ou vraiment être sur les faits. Et l'inférentiel, on l'utilise toute la journée. Bon, c'est un peu obligatoire pour certaines choses et tout. Mais il explique bien que quand on parle d'histoire, c'est l'inférentiel. Parce que... on ne sait pas, on n'y était pas. Donc on peut parler que de ce qu'il y a de la partie vivante des êtres vivants, qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner vraiment de ce qui s'est passé. Et encore en sachant que son témoignage sera basé que sur son système nerveux, qu'il y aura plein d'oublis et de l'inférentiel aussi dessus. Donc du coup, réussir à bien comprendre ces chiffres, c'est à déterminer ça, quoi, parce qu'en fait, c'est ce qui pose plein de soucis dans notre société. Et je vois, quand j'observe même ce qu'on nous a dit aux journaux, dans les journaux télévisés et tout ça, il y a plein d'inférentiels en fait. Et c'est bien, comme ça nous empêche de bien comprendre les choses qui se passent. S'ils mettaient vraiment tout ce qui est le plus actuel, ça éloigne d'une véritable communication qui est vraiment très intelligente et qui nous empêche de partir dans des prises de tête, voilà, qu'on ne peut pas gérer parce que c'est de l'inférentiel. Et après, il explique bien que le langage aristotélicien, c'est oui, non, beau, moche, bien, mal, yin-yang. Mais la sémantique générale, c'est oui, non, peut-être, enfin, et etc. Chaque fois, il met etc.
Parce qu'en fait, si on met oui, non, tac, ça bloque la communication. Ça s'arrête là. Là, vous disent soit oui, soit non. Mais si on met etc., c'est qu'il y a d'autres possibilités. Et que notre langage est vraiment bloqué à ces possibilités fermées, quoi. Et donc, du coup, ça nous empêche d'avoir un champ de vision bien différent. C'est un peu comme... moi, ce que me fait beaucoup cogiter, c'est quand on utilise des choses. Hop, la voiture. Hop, c'est une voiture. Tac, on s'arrête là. Mais en fait, si on va jusqu'au bout de la démarche, on se dit... Hop, la sémantique générale, j'ai l'impression que ça ouvre ça. Si on va jusqu'au bout de la démarche, en fait, comment c'est fait une voiture? D'où viennent les matériaux? Comment ils ont été puisés? Et tout ça, et tout ça. Et donc, on arrive obligatoirement à mieux comprendre ce que c'est et à se mettre plus en conscience de dire, tiens, c'est peut-être nocif, pas nocif, et tout ça, et tout ça. Et ça apporte beaucoup de choses comme ça. Bon, voilà, à peu près sur la sémantique générale, à peu près tout ce que je peux vous expliquer, parce que vous lisez un chapitre du livre, vous êtes là pendant 3 jours, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Bon, j'ai recommencé parce que j'ai pas tout bien compris. J'ai déjà lu 2 fois le bouquin, je vais le relire encore une 3e fois, je pense, parce que ce sera bien mieux comme ça. Bon, voilà, après, pour finir, je voudrais dire que je pense que le seul moyen qu'on a de changer cette société, c'est d'arrêter toutes les usines qui fabriquent les produits de merde. Et ça, rien que par... pureté et par conscience normale. Arrêtons de produire les choses, même quand ils nous font chier avec le tabac tue, on peut marquer à peu près tout. Sur tout ce qu'il y a dans ce FPS, on pourrait pratiquement rien marquer, ça tue aussi en fait. Ça va dépendre du temps d'absorption où on passe dans la pièce. Arrêtez de produire toutes les matières qui sont toxiques pour l'être humain. Et je reviens à cette petite truc de base quand j'étais petit, que je disais, mince... je vais devoir acheter mon droit à vivre toute ma vie. Mais en fait, la Terre, elle appartient à tout le monde. Là, c'est quoi cette supercherie globale où si j'ai de l'argent, j'ai le droit à la Terre. Si j'ai pas d'argent, j'ai pas le droit à la Terre. C'est quoi ce délire? Moi, je suis né sur la même planète que les autres, et les autres, pareil. Donc on devrait commencer à réclamer le droit à la Terre, partager la Terre entre tous les gens, et que les gens puissent s'établir sur un terrain et fabriquer leur nourriture à la base, quoi. Parce qu'en fait, ce qui est important pour les gens, c'est de respirer, notre air est pollué, manger, notre nourriture elle est polluée, et boire, notre eau est polluée, quoi. Donc du coup, il va falloir vite se décider. Et je pense que la seule solution, c'est vraiment réclamer le droit à la terre pacifiquement, de partager la terre, et de commencer à faire des jardins, et tout ça, et puis redevenir en lien avec la nature. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Oui, voilà, ouais, tout ce qui est vivant. Tiens, et puis après, même aussi, parce qu'on parle souvent des arbres, des animaux, des humains, mais on a oublié de prendre soin aussi de nos éléments, quoi, en fait, de l'eau, de l'air et de la terre, quoi, qu'il faut vraiment prendre soin. Ouais, tout ce qui est, tous les organismes vivants ont de l'ADN. Ce qui est surprenant, c'est que l'amibe, qui est un des plus petits organismes, a 6 milliards de connexions. Et nous, on n'a que 3 milliards. Quoi. Et, c'est vraiment très impressionnant, ça. La question est, merci. Il y aura beaucoup de demandes et peu d'élus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient revenir à la terre, mais il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Mais si, il y a de la place pour tout le monde. Non. Pour avoir plus de place, le gros problème qu'on a, en fait, c'est les animaux. On mange des animaux, mais pour 80% de l'agriculture qu'on produit va pour nourrir les animaux. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Donc du coup, il y a de la place pour... mais pas loin. Il y a une bonne partie de l'agriculture qu'on produit, c'est pour nourrir les animaux. Donc du coup, si on avait mangé moins d'animaux, on aurait beaucoup plus de place pour vivre. Voilà.